Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Droit de dire. Chaque semaine sur ce plateau, Patricia Braflant-Trobo approfondit des thèmes de société qui nous concernent directement. Vous allez le voir. Bonsoir Patricia. Bonsoir Marius, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Éclair Télévision et Radio, parce que les gens m'ont dit qu'ils m'entendent aussi à la radio. Eh oui, tout à fait. Alors cette semaine, vous répondez à la question suivante. Quelle est la place de l'héritage culturel dans notre vie? Tout d'abord, comment définir l'héritage culturel dans ses grandes lignes? Alors l'héritage culturel, comme tout héritage, déjà on peut dire que c'est quelque chose que l'on reçoit. Donc c'est un patrimoine qui est laissé par une personne décédée ou par des personnes décédées et transmise par succession. C'est ce que l'on transmet d'une génération à une autre. Globalement, c'est ce que la tradition peut nous amener. Alors, l'héritage culturel, il peut être matériel ou immatériel, on le verra dans la deuxième partie. Hériter, concrètement, c'est reconnaître que nous devons recevoir ce qui est plus grand, plus vieux, plus puissant et plus durable que nous. Donc nous avons le devoir de le recevoir, mais nous verrons aussi que nous avons le devoir de le transmettre. Qui dit héritage dit donc transmission d'une génération à une autre. La transmission, elle peut être simultanée entre générations, mais elle peut être aussi transgénérationnelle, c'est-à-dire sauter plusieurs générations. La transmission, elle est souvent symbolique et essentiellement langagière, et c'est ce que nous pouvons considérer comme les biens culturels ou acquis dans la pratique. Donc souvent, c'est une transmission qui se fait par voie orale. Et j'ai envie de donner une définition de l'UNESCO. Lorsque nous parlons d'héritage culturel, l'UNESCO nous parle principalement et beaucoup du patrimoine culturel immatériel. L'UNESCO fait un énorme travail sur le patrimoine culturel immatériel. Il nous dit que c'est un patrimoine qui est transmis de génération en génération, qui est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu. Donc la notion de recréer, on l'avait vu dans la transmission dans l'émission dernière, en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature, de leur histoire. Et c'est un patrimoine qui leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et de la créativité humaine. Donc on se rend compte que c'est vraiment un concept extrêmement étendu et qu'on ne peut pas réduire juste à un mot héritage et transmission comme ça. Quel type de patrimoine définissent l'héritage culturel? Il y en a plusieurs. Alors il y a plusieurs éléments qui peuvent définir le patrimoine culturel. Alors le patrimoine, il faut dire que c'est un terme qui est très à la mode ces jours-ci, pour une raison simple, et on s'en est rendu compte, notamment aux dernières élections présidentielles, beaucoup de partis, et notamment les partis de la droite et de l'extrême droite, s'ancrent beaucoup sur cette notion de patrimoine, d'identité, de préservation de l'identité, de préservation du patrimoine. Ce sont des partis qui ont fait le choix d'interpeller les citoyens et de s'ancrer dans cette peur de se perdre et de se dissoudre dans une espèce de mondialisation. Donc le patrimoine est devenu, à la limite, j'ai envie de dire, presque quelque chose de délicat et un peu presque du TNT des fois, on a envie de dire, parce qu'il ne faut pas toucher à ci. On se rappelle, vous n'étiez peut-être pas en Guadeloupe à l'époque, lorsque le gros cas allait rentrer au patrimoine universel immatériel de l'UNESCO, nous avons eu véritablement des mélodrames en Guadeloupe parce que des personnes ont pensé que le fait que le gros cas aille à l'UNESCO, que les Guadeloupéens seraient totalement dépossédés du gros cas. Donc il y a eu énormément de conflits, d'échanges assez houleux, mais véritablement aussi des personnes qui se sont mises en situation de souffrance parce que pensant qu'elles allaient être dépossédées. Donc le patrimoine, c'est quelque chose de très sensible à manipuler. Donc on va rester sur la conception de l'UNESCO qui parle de patrimoine matériel et immatériel, qui sont les patrimoines que nous recevons beaucoup plus en héritage. Alors le patrimoine matériel, c'est quoi? Ce sont les paysages construits,
l'architecture, l'urbanisme, les sites archéologiques, géologiques, certains aménagements, des objets d'art. Alors, par exemple, en Guadeloupe, on va citer la marche des esclaves à les marches des esclaves à Petit Canal. On peut parler aussi de Ravine Chaude, de la station thermale de Ravine Chaude. On peut parler des usines. Il y a la friche de Vonche, de Bémao, qui est une usine abandonnée et qui est utilisée pour réaliser un certain nombre de spectacles. Donc là, on est dans le patrimoine matériel. Le patrimoine immatériel, nous pouvons aussi le comprendre assez facilement. Ce sont les chants, les coutumes, les danses, traditions, la gastronomie, les langues, les contes et légendes, les petits métiers, les témoignages, les captations techniques, les savoir-faire, les documents écrits et aussi des documents audiovisuels. Donc, il faut savoir, Marius, que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de contribuer à alimenter le patrimoine de la Guadeloupe parce que c'est une émission télé qui est enregistrée, qui est postée sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Eh bien, peut-être que dans quelques décennies, lorsque les personnes voudront se demander « mais tiens, mais qu'est-ce qui se passait en Guadeloupe au niveau télévisuel ?» en 2022, ben, ils vont tomber sur cette émission et ça fait partie, elle fait déjà partie désormais du patrimoine des Guadeloupéens. Et donc, il y a un autre élément qui est important, c'est tout ce qu'on appelle les traditions vivantes. Par exemple, une tradition vivante guadeloupéenne que tout le monde connaît, ce sont les cuisinières, la fête des cuisinières et tout ce que les cuisinières transportent comme héritage au niveau de la cuisine, des traditions et de tout un certain nombre de choses. Et donc, tout cet ensemble fait partie de ce que nous avons hérité et de ce que nous allons léguer. Comment faire son choix parmi tous ces héritages? Finalement, qu'est-ce que l'on doit choisir? À l'inverse, qu'est-ce que l'on doit rejeter? Alors, qu'est-ce que l'on doit choisir et qu'est-ce que l'on doit rejeter? Alors, tous les héritages n'ont pas la même importance pour tout le monde. Ça, c'est bien connu. Il y a des personnes pour qui, par exemple, le gros cas, danser, en Guadeloupe, n'a pas d'importance. Mais par contre, qui vont vous dire, par exemple, aller visiter des bâtiments qui ont été réalisés par l'architecte Ali Tur, qui a fait beaucoup de constructions en Guadeloupe, ça peut être important. Aller prendre un bain à Babin, à la plage de Babin, ou alors même à Ravine Chaude, qui est vraiment une institution, ça peut être aussi très important. Donc, il y a un choix et une sélection. Donc on peut piocher comme ça parmi l'héritage culturel. On fait ses choix et on va y venir tout à l'heure. Alors il y a René Char qui nous disait « L'héritage n'est précédé par aucun testament » quand on parle d'héritage immatériel. Donc ce qui signifie que personne n'est possesseur de cet héritage, personne n'a le droit d'en réclamer ni une quelconque paternité ou maternité, et ni imposer ses points de vue en estimant être détenteur et être seul détenteur, j'ai envie de dire, de la tradition, la vraie. Ce n'est pas du tout la réalité, parce que ces personnes, on va prendre le cas des personnes qui vivent avec nous en 2022, ont reçu un héritage de personnes qui elles-mêmes l'ont reçu et qui l'ont modifié. Personne ne peut affirmer que les traditions que nous avons reçues et le patrimoine culturel que nous avons en Guadeloupe en 2022 est conforme à ce qu'il était lorsque les premiers habitants qui ont été déportés en Guadeloupe, notamment les Africains qui ont été déportés, sont arrivés. On ne peut pas affirmer qu'en 2022, et ce n'est pas possible, nous avons les mêmes pratiques culturelles que lorsqu'ils sont arrivés. Donc, incontestablement, ce sont des pratiques qui se modifient. Donc, il n'y a pas de testament en la matière. Personne n'est plus héritier qu'un autre. L'héritage aussi, et c'est cela qui entraîne les transformations, ne signifie pas soumission ou passivité par rapport à ce qui est légué. Je ne suis pas obligé, et je ne peux même pas dire que je suis obligé, de par ma personnalité, de par la personne que je suis, eh bien, je vais transmettre avec ce que je suis. Donc, je ne vais pas transmettre exactement ce que j'ai reçu.
Et on le disait, il y a un travail de sélection ou d'élection. Moi, je peux estimer que tel aspect de la culture guadeloupéenne me paraît moins intéressant qu'un autre. Personnellement, moi j'ai des connaissances qui sont extrêmement attachées au costume traditionnel guadeloupéen. Je le respecte. Personnellement, ce n'est pas un costume que j'apprécie plus que cela. Je le trouve très beau. Porter, moi j'encourage mes amis, je les félicite, c'est très bien, mais personnellement, ce n'est pas un costume que j'arrive à habiter réellement. Autant par contre, la danse Goka, oui, ça c'est un aspect de la culture que j'apprécie particulièrement. Donc, on peut choisir. On choisit en plus comment? Eh bien, par affinité, tout simplement, parce qu'il y a quelque chose qui nous parle plus que d'autres. Alors, il est important aussi de savoir que dans les héritages, il y a des groupes qui transmettent plus que d'autres. Les groupes importants, par exemple, en Guadeloupe, le groupe des afro-descendants, c'est le groupe majoritaire numériquement. Donc, incontestablement, la culture afro-descendante est beaucoup plus importante que celle des autres composantes du peuple guadeloupéen. C'est juste une question de nombre. Et il y a un autre élément qu'il faut retenir. Il y a des groupes qui n'ont pas à faire de choix. Par exemple, les classes privilégiées, les classes qui ont les moyens, qui ont des situations financières aisées, ces classes transmettent beaucoup plus naturellement, que ce soit le nom, le patrimoine culturel, le patrimoine alimentaire. Dans les milieux aisés, les enfants ont beaucoup plus de facilité pour s'approprier la culture de leur groupe. Ça concerne même, est-ce que le créole fait partie de l'héritage culturel? Ah bien évidemment, le créole parlé, la façon de vivre le créole aussi, ça fait partie véritablement de notre héritage culturel. Et le créole est une langue vivante, mais qui ne risque pas de mourir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est parlée. C'est une langue qui est parlée. On se rend compte que les réseaux sociaux, par exemple, où les jeunes sont très présents, moi, c'est quelque chose qui me frappe énormément, de constater que les jeunes sur les réseaux sociaux, ils écrivent très mal le créole, mais ils s'expriment en créole pour beaucoup et pour la majorité. Donc ils se sont appropriés pour le coup cet héritage culturel. Complètement. Alors ils parlent créole et parfois même ceux qui ne parlent pas créole écrivent le créole. Ils peuvent l'écrire mal, mais ça veut dire que cette langue vit en eux. Et ça, c'est un très bon signe parce que c'est une langue qui se transmet. Vous parliez hors antenne d'une notion qui vous est chère, celle d'ancêtre vivant. De quoi s'agit-il et est-ce que c'est important dans les legs et les héritages? Alors, la notion d'ancêtre vivant, c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'arrivent pas à appréhender. Nous sommes, vous et moi, ça va peut-être vous surprendre, Marius, allez-y, surprenez-moi. Vous qui êtes si jeune, de penser que vous êtes un ancêtre vivant. Mais oui, vous êtes un ancêtre vivant. Parce que ce que nous sommes en train de faire, que ce soit ensemble, là, dans cette émission, ou individuellement, chacun de notre côté, ça participe de ce que nous allons laisser aux générations suivantes. Et je pense que si les personnes avaient bien conscience qu'elles étaient des ancêtres vivantes, ils s'attacheraient en tout cas à laisser des empreintes beaucoup plus positives. Parce que dans 50 ans, 60 ans, 100 ans, nos descendants vont regarder, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Comment ils ont construit ce pays? Dans quoi ils se sont engagés? Et donc cette notion d'ancêtre vivant, qui n'est pas un élément très développé dans la culture guadeloupéenne, à mon avis, c'est vraiment une donnée que nous devons prendre en compte et organiser nos actions beaucoup par rapport à cela. Pourquoi? Parce que l'ancêtre, c'est la personne qui est à l'origine de la famille. Ancêtre, c'est à partir du latin « antecessor », dans le sens d'éclaireur, de prédécesseur, éclaireur. Dans les ancêtres, on entend souvent les défunts, les aïeux, les esprits, les génies, parfois des fantômes. L'ancêtre fait souvent référence
à une descendance spirituelle ou mystique. Il y a une relation de nom. Souvent, les ancêtres, surtout en Guadeloupe, au mois de mai, nous sommes au mois de mai, les ancêtres font référence à l'héroïsme, au prestigieux, à la force, vraiment à des sources d'autorité, d'efficacité, de vérité. De savoir, oui. De savoir au nom des ancêtres. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au nom des ancêtres. Les ancêtres, surtout en Guadeloupe, et je redis au mois de mai, sont générateurs de fertilité et de vie. Et il y a une continuité entre les ancêtres et les descendants, parce que les ancêtres sont souvent convoqués. Je dis convoqués et je ne dis même pas invoqués, ils sont carrément convoqués. On le voit en général dans les luttes, j'en parle dans mon premier ouvrage, de la façon dont les ancêtres sont convoqués. Les ancêtres parfois sont conçus comme lointains, mais ils sont identifiés et personnellement puissants et présents. Donc l'ancêtre, il est loin, mais on est en permanence avec lui, on lui parle et il nous donne la force. Donc l'ancestralité, ça aussi, parce que nous allons passer au stade de l'ancestralité, vous et moi un jour, l'ancestralité est un état et un statut auquel les vivants accèdent dans l'avenir. Donc tout cela fait que la notion d'ancêtre vivant nous confère, de mon point de vue, une responsabilité dans cette société qui n'est pas anodine. Est-ce que nous constituons finalement l'héritage culturel de demain, c'est ça que... C'est nous qui sommes en train de faire, de façonner, de constituer, tous autant que nous sommes, l'héritage des générations. Ça ne sera pas tellement de vos enfants, parce que vos enfants et mes enfants, ils nous auront en direct, mais ça sera de leurs petits et arrière-petits-enfants. Et là, c'est un travail qui, lorsqu'on a conscience de cette donnée, je crois que c'est un travail qui est très intéressant, et je crois qu'on analyse son passage sur cette terre avec un peu plus de grandeur. Vous parliez à l'instant des enfants. À quel point ces héritages culturels interviennent dans la construction de nos vies? Alors, on aurait pu terminer en disant en tout, incontestablement, parce que nous sommes des éponges. Nous sommes des éponges, nous absorbons ce que nous transmettent ceux qui ont été là avant nous. Parfois, il m'arrive de répéter des phrases que disait ma grand-mère. Mais moi, j'étais trop jeune pour entendre ces phrases de ma grand-mère. Mais elles m'ont été amenées par ma mère, tout simplement. Donc, nous sommes en permanence, nous baignons en permanence dans ces héritages. Alors, ces héritages interviennent dans la construction identitaire, sociale, culturelle, dans les références pour toutes les actions en général que nous menons. Il faut savoir que l'héritage est à la fois un don et une dette d'un groupe à l'autre. Donc nous avons reçu un don qui nous a façonné, mais nous avons aussi la dette vis-à-vis des générations qui arrivent. Don de la génération précédente à la génération suivante, mais dette également. Je dois transmettre ce qui m'a été transmis. Et ce n'est même pas je transmets actuellement ce qui m'a été transmis. Je suis en dette vis-à-vis de ceux qui m'ont précédé et m'ont passé le flambeau. Alors, on a un devoir inconscient et une mission inconsciente, le plus souvent, de transmission. Et cela se fait lorsque l'on donne la vie, lorsqu'on élève des enfants, lorsqu'on est dans des rencontres, lorsque l'on est dans des échanges. Donc nous sommes en permanence dans cette transmission et dans cette appropriation culturelle des éléments qui nous constituent et qui vont constituer ce que nous rencontrons. Merci beaucoup Patricia Brafland-Trobo. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne pour une prochaine édition. Passez une excellente semaine sur Éclair TV.